La chose sur le seuil de Howard Phillips Lovecraft. Traduction et adaptation, François Bon. Dan, va à l'asile et tue-le. Extermine-le. Ce n'est plus du tout Edward Derby. Dan, elle m'a eu. C'est Asnat. Elle est morte il y a de ça 3 mois et demi. Je mentais quand je disais qu'elle était partie. C'est moi qui l'ai tuée. Je devais le faire. C'était impulsif, mais nous étions seuls et j'étais dans mon vrai corps. J'attrapais un candélabre et lui frappais le crâne avec. J'étais dans mon vrai corps. Je l'ai enterré dans la cave la plus au fond, sous de vieilles caisses. J'ai effacé toutes les traces. Les domestiques s'en sont doutés le matin, mais ils sont complices de tant de secrets qu'ils n'auraient pas prévenu la police. Je les ai renvoyés. Mais Dieu sait ce qu'ils feront. Et les autres, de leur culte. Je savais ce qui allait se produire. C'est pour cela que j'ai craqué et me suis retrouvé à l'asile. Et puis c'est arrivé. Je me suis retrouvé étranglé dans la nuit. Dans la carcasse pourrie d'Asnat. Là, dans la cave, sous les caisses que j'y avais entassées. Et je savais qu'elle était dans mon corps, à l'asile, là où j'étais. Qu'elle y était pour toujours. Dans un corps sain, prêt à être relâché pour être une menace contre le monde. J'étais désespéré. Et en dépit de tout, je me frayais un chemin pour sortir. Dan, si tu tiens pour quelque chose la paix et la sécurité du monde, tue-le. Tue cet ennemi. Arrange-toi pour qu'il soit brûlé. Si tu ne le fais pas, il vivra à jamais. D'un corps à un autre corps. Et ainsi de suite. Et je ne peux pas te décrire ce qui va se produire. Dan, c'est le commerce du diable. Au revoir. Tu auras été un fier ami. Dis-en à la police autant qu'ils pourront le croire. Dan, cette chose que je suis ne pourra pas tenir encore beaucoup plus. Dan, va à l'asile et tue-le. Extermine-le. Ce n'est plus du tout Edward Derby. Et tue cette chose. Tue-la. Et c'est parfaitement vrai que j'ai mis 6 balles dans le crâne de mon meilleur ami, et que j'espère cependant démontrer par cette déposition que je ne suis pas son meurtrier. D'abord on me qualifiera de fou, plus fou que l'homme que j'ai tué dans sa cellule de l'asile d'Arkham. Plus tard, quelques lecteurs pèseront chaque déclaration, la corréleront avec les faits établis, et se demanderont comment j'aurais pu croire autre chose que ce que j'ai cru, après avoir croisé en face l'évidence de l'horreur, la chose sur le seuil. Jusqu'à présent, je n'avais rien vu que de la folie dans les histoires absurdes auxquelles j'étais mêlé. Même à présent, je me demande moi-même ce qui a pu me tromper, ou si effectivement je ne suis pas fou après tout. Je ne le sais pas. Mais d'autres aussi auront d'étranges choses à rapporter concernant Edward et Asnat Derby. Et même la très impassible police bute sur les confins de la raison pour rendre compte de cette ultime et terrible visite. Et donc je dis que je n'ai pas assassiné Edward Derby, plutôt que je l'ai vengé.
et qu'en faisant ainsi j'ai débarrassé la terre d'une horreur dont la survie aurait provoqué une horreur innommable sur l'humanité entière. Il reste de vastes et obscures ombres tout auprès de nos pas quotidiens. Et ici et là, des âmes sataniques creusent le passage qui les rejoint. Quand cela se produit, on doit trancher sans se préoccuper des conséquences. J'ai connu Edward Pickman Derby toute ma vie. De 8 ans mon cadet, il était l'élève le plus phénoménal que j'ai jamais connu. Et à 7 ans écrivait des vers d'une tournure sombre et fantastique, presque morbide, qui stupéfiait les précepteurs qui l'entouraient. Dès l'enfance, le constat de sa faiblesse alarma ses parents qui le gardèrent soigneusement à leur côté. Il n'était pas autorisé à sortir sans sa gouvernante, et n'eut que rarement l'occasion de jouer sans entrave avec d'autres enfants. Tout cela contribua sans aucun doute à l'étrange vie intérieure et secrète de l'enfant, avec l'imagination comme seule voie de liberté. À cette époque, mes penchants me poussaient à absorber tout ce qui me parvenait, jusqu'au grotesque, et je trouvais dans ce garçon plus jeune un esprit qui s'apparentait au mien comme rarement. Ce qui se cachait derrière notre amour commun des mystères et des secrets tenait sans aucun doute à l'ancienneté vénérable et poussiéreuse, vaguement effroyable, de la ville dans laquelle nous vivions, l'Arkham aux légendes de sorcières, aux sorts et aux fantômes, dont les toits biscornus et affaissés surplombaient silencieusement depuis des siècles le sombre bouillonnement du Miskatonic. Le temps s'écoula. Le bizarre génie du jeune Derby se développait continuellement, et lors de sa 18e année, les poèmes issus de ses rêves et cauchemars, quand ils furent publiés sous le titre « Azathoth et autres horreurs », firent réellement sensation. Il était un correspondant intime de l'insigne poète baudelairien Justin Geoffrey, qui écrivit « Le peuple des monolithes » et mourut hurlant dans un asile de fous en 1926, après une visite à un village sinistré de Hongrie, considéré comme hanté. Cependant, Derby était grandement retardé à cause de cette vie trop dorlotée. Sa santé s'était améliorée, mais les habitudes venues d'une enfance dépendante étaient entretenues par des parents surprécautionneux. Jamais il ne voyageait seul, ni ne prenait des décisions indépendantes ou n'assumait de responsabilités. Quand il atteignit l'âge adulte, il garda trompeusement l'aspect de l'adolescence. Blond aux yeux bleus, il avait la complexion fraîche d'un enfant, et sa tentative de se laisser pousser la moustache n'était perceptible qu'avec difficulté. Il était de bonne taille, et son visage agréable en aurait fait un galant notable si sa timidité ne l'avait pas conduit à la réclusion et aux livres. Son talent à la Edgar Poe vira de plus en plus à la décadence. On avait de grandes discussions en ces temps. J'étais entré à Harvard, puis j'avais étudié dans une agence d'architecture à Boston, m'étais marié, puis étais finalement revenu m'installer à Arkham pour exercer ma profession. Edward avait pris l'habitude de venir quasi tous les soirs, au point que je le considérais comme quelqu'un de la maison. Il avait une façon caractéristique de tirer la sonnette ou de frapper le heurtoir qui était devenu comme un code ou un signal. Aussi, après dîner, je m'attendais à ces 3 coups brusques suivis de 2 autres après un instant. Derby, dont les parents n'auraient pas condescendu à ce qu'il s'éloigne, était allé à la Miskatonic University d'Arkham. Il y était entré à 16 ans et avait terminé le premier cycle en 3 ans, major de sa promotion en littérature anglaise et française et les meilleurs résultats en tout ce qui n'était pas sciences et mathématiques. Il ne s'était mêlé que très peu aux autres étudiants, quoique jalousant la bande la plus bohème ou osée, dont le langage superficiel et si smart, comme la pose d'ironie idiote, le faisait saliver, et dont il rêva d'adopter la conduite douteuse. Ce qu'il fit fut de devenir un dévot quasi fanatique des croyances souterraines et magiques, pour lesquelles la bibliothèque de la Miskatonic était, et est toujours, si réputée. Toujours à camper dans les territoires du rêve et de l'étrange, maintenant il fouillait profondément dans les vraies runes et les énigmes laissées par un passé fabuleux pour l'édification ou la perplexité de sa postérité. Il lisait des choses comme l'effrayant livre d'Eibon,
le Unausspechlichen Kulten de von Junst et le Necronomicon interdit de l'arabe fou Abdul al-Hazred, sans jamais dire à ses parents qu'il les avait fréquentés. Édouard avait 20 ans quand j'eus mon fils, mon enfant unique, et cela sembla lui faire plaisir que j'appelle le nouveau-né Edward Derby Upton, d'après son propre nom. La fille d'un de mes amis avait connu Asenat White au lycée de Kingsport. Mais nous avions plutôt tendance à l'éviter à cause de sa réputation bizarre. Elle avait, je suppose, dans les 23 ans à ce moment-là, elle terminait un diplôme spécialisé en métaphysique médiévale à Miskatonic. Elle était brune, plutôt petite et très avenante, hors ses yeux protubérants. Mais quelque chose dans son expression lui aliénait les personnes les plus sensibles. Elle appartenait au White d'Innsmouth, et de sombres légendes s'étaient répandues depuis des générations à propos d'Innsmouth demi-écroulé, encore plus déserté, et sa population. Il y avait ces histoires de terribles marchandages dans les années 1850, et d'un étrange élément pas complètement humain, parmi les anciennes familles descendant des premiers pêcheurs installés là. Des histoires telles que seuls les plus anciens Yankees peuvent faire renaître et répéter avec le léger tremblement qui convient. Le cas d'Asenat était aggravé par le fait qu'elle était la fille d'Ephraim White, une fille tard venue, d'une femme inconnue, qui se présentait toujours voilée. Ephraim vivait à Innsmouth dans une ville à moitié en ruine de Washington Street. Et ceux qui avaient vu l'endroit, les gens d'Arkham évitaient d'aller à Innsmouth autant qu'ils le pouvaient. Rapportaient que les mansardes étaient toujours occupées et qu'on y entendait parfois d'étranges sons lorsque venait le soir. On savait que le vieil homme avait été un prodigieux apprenti en magie dans son temps, et la légende voulait qu'il ait pu lever ou calmer une tempête en mer selon ses souhaits. Je l'avais aperçu 1 ou 2 fois à Arkham, à la bibliothèque de l'université, venu consulter les tomes interdits, et je n'avais senti que répulsion pour son visage saturnien et vorace, avec son enchevêtrement de barbe grise. Il était mort fou, et dans quelles ignobles circonstances, juste avant que sa fille, faite sa pupille par sa volonté, entre à Hall School, elle qui avait été son apprenti morbidement éclairé et semblait aussi diabolique parfois que lui-même. Quand la nouvelle de sa relation avec Edward commença à se répandre, cet ami nous raconta beaucoup de choses curieuses. Asenat se fait passer pour une sorte de magicienne. Dès le lycée, elle accomplissait de bizarres prouesses. Elle se prétendait capable de lever des tempêtes, même si son apparent succès provenait plutôt de quelques mystérieuses affinités pour la prédiction. Tous les animaux s'éloignaient manifestement d'elle, et elle pouvait faire aboyer n'importe quel chien par certains mouvements de sa main droite. Il y avait des instants où elle livrait des éclats de connaissance et de langage très singuliers et très choquants pour une jeune fille. Et quand elle voulait effrayer ses camarades de classe, elle avait des regards et clignements d'une sorte inexplicable, qui semblait impliquer une ironie obscène, sans rien de commun avec sa propre condition. Plus inhabituelles étaient les relations bien attestées de son influence sur d'autres personnes. Elle était, sans conteste, une hypnotiseuse née. En fixant d'une façon particulière une de ses camarades, elle donnait à celle-ci le sentiment très distinct d'un échange de personnalités, comme si le sujet était momentanément placé dans le corps de la magicienne et se découvrait capable d'apercevoir son propre corps depuis l'autre côté de la pièce, ses yeux protubérants prenant alors un éclat extraterrestre. Asenat faisait souvent des déclarations à l'emporte-pièce sur la nature de la conscience et sur son indépendance de la configuration organique, ou tout au moins du processus vital de la configuration organique.
Son grand dépit, cependant, ne pas être un homme. Tant elle s'imaginait que le cerveau masculin avait certains pouvoirs uniques pour communiquer à distance avec le cosmique. Qu'on lui donne un cerveau masculin, proclamait-elle, et elle ne serait pas seulement l'égale, mais surpasserait son père dans la maîtrise des forces inconnues. Edward avait fait la connaissance d'Asnath dans une rencontre de cette intelligentsia qui fréquentait les chambres d'étudiants, et ne put me parler de rien d'autre quand il vint me voir le soir suivant. Il l'avait trouvé d'une érudition et d'un intérêt qui l'absorbait complètement, et il était furieusement conquis par son physique. Je n'avais jamais vu la jeune femme, et ne me rappelais que vaguement ce qu'on m'en avait dit, mais je savais qui elle était. Il me semblait plutôt regrettable que Derby se soit autant entiché d'elle, mais je ne dis rien pour le décourager, sachant comment une telle opposition pouvait renforcer sa première infatuation. Dès cette époque, Edward amena la jeune femme à venir me voir avec lui, et d'emblée je constatai que son intérêt n'était d'aucune manière sans réciproque. Elle le regardait continuellement avec un air presque de prédateur, et je compris que leur intimité serait impossible à démêler. Bientôt j'eus une visite du vieux monsieur Derby, que j'avais toujours admiré et respecté. Il avait appris ce qui concernait la nouvelle amitié de son fils, et avait tiré les vers du nez du garçon. Edward était décidé à épouser Asnath, et avait même commencé à visiter des maisons dans les faubourgs. Sachant mon habituelle influence sur son fils, le père se demandait si je pouvais l'aider à casser ses fiançailles malsaines, mais je lui en exprimai le doute avec regret. Cette fois, il ne s'agissait pas de la faiblesse d'Edward, mais de la force de volonté de sa compagne. L'enfant perpétuel avait transféré sa dépendance de l'autel parental à une nouvelle et plus forte image, et on ne pouvait aller contre. On célébra le mariage 1 mois plus tard, devant le juge de paix, à la demande de la mariée. Monsieur Derby, je l'en conjurai, n'offrit pas d'opposition. Et lui, ma femme et mon fils, moi-même, participèrent à la brève cérémonie, les autres invités étant les jeunes gens de la bande de l'université. Asnath avait choisi d'acheter la vieille maison Crowninshield, dans la campagne, tout au bout de High Street, et ils s'y installèrent après un court voyage à Innsmouth, d'où ils rapportèrent 3 domestiques, des livres et du mobilier. C'était probablement, non par spéciale considération envers Edward et son père, qu'un souhait personnel de rester à proximité de l'université, de sa bibliothèque et de sa bande de sophistiqués, qu'Asnath choisit de s'installer à Arkham, au lieu de retourner définitivement là d'où elle venait. Quand Edward revint me voir après la lune de miel, je découvris qu'il avait légèrement changé d'allure. Asnath lui avait fait renoncer à sa moustache en perpétuelle broussaille, mais il y avait plus que cela. Il paraissait plus sobre et plus concentré, et avait changé sa moue habituelle de rébellion enfantine pour une sorte de morgue triste. J'étais hésitant à décider si j'aimais ou n'aimais pas ce changement. Peut-être que le mariage était une bonne chose, et pourquoi pas l'émancipation de sa vieille dépendance. Il vint me voir seul, parce qu'Asnath était très occupée. Elle avait déménagé un vaste ensemble de livres et d'appareils et terminait les réparations de la vieille maison Crowninshield et de son terrain. Leur installation ne visait pas le repos, et certains objets qu'elle y avait apportés lui avaient appris des choses surprenantes. Pendant les 2 années suivantes, je vis de moins en moins Derby. Il se passait parfois une quinzaine sans les 3 coups de coups familiers à la porte d'entrée, et il n'était que très peu disposé à parler de sujets importants. Il était devenu très secret quant à ses études de l'occulte, qu'auparavant il décrivait et discutait avec une telle minutie, et préférait éviter qu'on parle de sa femme. Elle avait étonnamment vieilli depuis leur mariage, au point que maintenant, à la surprise de tous, elle semblait la plus âgée des deux. Son visage affirmait l'expression la plus concentrée et déterminée que j'ai jamais vue, et son aspect général provoquait une répulsion vague mais irrésistible. Ma femme et mon fils le remarquèrent comme moi, et nous cessâmes progressivement de lui rendre visite, ce dont elle nous fut parfaitement reconnaissante. Dans un de ces accès de naïveté enfantine, Edward voulut bien l'admettre. Plusieurs fois, les Derby partirent pour de longs voyages,
soi-disant en Europe, mais Edward nous en cachait les destinations plus obscures. C'est après la première année que commencèrent les commérages sur les changements survenus chez Edward Derby. C'était vraiment des observations fortuites, parce que les changements étaient purement physiologiques. Mais cela mit au jour quelques points intéressants. De temps en temps, semblait-il, on observait qu'Edward affichait une expression et accomplissait des choses totalement incompatibles avec son habituelle nature lymphatique. Ainsi, alors que jusqu'ici il n'avait jamais conduit de voiture, on le voyait à l'occasion s'engouffrer ou sortir de la vieille route de Crowninshield dans la puissante pacarde d'Asnat, s'en débrouillant comme un maître, et s'extirpant des embouteillages avec une dextérité et une détermination étrangères à ses façons jusqu'ici. Dans de tels cas, il semblait juste revenir de voyage, ou au contraire s'y lancer. Quelle sorte de voyage ? Personne ne pouvait le deviner, mais de préférence en direction d'Innsmouth. Bizarrement, sa métamorphose semblait à la fois plaire et le contraire. Les gens disaient que par moments il ressemblait trop à sa femme, ou au vieil Ephraim White lui-même. Mais peut-être ces sensations semblaient possibles parce qu'elles étaient rares. Parfois, des heures après être parti de cette façon, il en revenait avachi sur la banquette arrière, tandis qu'à l'évidence, un chauffeur ou un mécanicien loué conduisait. Malgré tout, son aspect prépondérant, dans la rue, durant cette période d'une dissolution de ses contacts sociaux, y compris, je dois le dire, les visites qu'il me rendait, fut celui de cette indécision d'autrefois, celle de son enfance irresponsable, même plus marquée que par le passé. Tandis que vieillissait le visage d'Asnat, Edward, sauf dans quelques exceptionnelles occasions, se dissolvait progressivement dans une sorte d'immaturité exagérée. Même parfois une trace de tristesse ou de compréhension venait soudain le traverser. C'était vraiment perturbant. Si tu comptes bien, c'est notre 3e année de son mariage. Mais il y a des choses qui vont trop loin. Tu veux dire qui menacerait ton identité ? Ce sont tant de légendes. Depuis tant de siècles. Qui imaginerait, ici à Innsmouth, tout près d'Arkham, ces ruines cyclopéennes au cœur des bois ? Leurs vastes escaliers menant à des abysses de secrets éteints. Et les galeries compliquées conduisant à travers des murs invisibles à d'autres régions de l'espace et du temps. Au début, je ne pris pas garde à ces allusions, mais progressivement, et avec circonspection, je commençais à le questionner à ce propos. Ces questions que je lui posais semblaient le rendre à la fois méfiant et reconnaissant. Hideux échanges de personnalités. L'exploration de lieux lointains, interdits. D'autres mondes. Un autre continuum d'espace-temps. Ces choses, disait-il, venaient du dehors, et sa femme savait comment les obtenir. Parfois, mais toujours dans des chuchotements effrayés et ambigus, il suggérait des choses à propos du vieil Ephraim White. À savoir si le vieux sorcier est réellement mort. Explique-toi. Ça ne veut rien dire. Rien. Dans un sens aussi bien spirituel que corporel. On en parlera un de ces jours. On en parlera. Peu de temps plus tard, ma femme entendit une chose curieuse, rapportée par une amie, une de ces quelques relations qui n'avaient pas laissé tomber la fréquentation des Derby. Elle s'était rendue tout au bout de High Street pour une visite au couple et avait vu une voiture quitter brusquement l'allée avec le visage étrangement confiant et presque cyniquement souriant d'Edward au-dessus du volant. Sonnant à la porte, la jeune domestique lui dit qu'Assenat aussi était sortie. Mais par hasard, en partant, elle se retourna vers la maison. Là, à l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward, elle aperçut un visage qui se retira brusquement.
Un visage dont l'expression de peine, de défaite, d'une mélancolie sans espoir était poignante au-delà de toute description. C'était Asenath, si incroyable que ça paraisse au regard de son rôle dominateur. Mais la visiteuse jurait que dans le bref instant que la regarda ce visage, elle avait vu les yeux tristes et confus du pauvre Edward. Les visites d'Edward étaient redevenues un peu plus fréquentes, et ses allusions devinrent progressivement plus concrètes. Ce qu'il disait, on ne pouvait le croire. Même dans Arkham, hanté de tant de légendes depuis tant de siècles, il parlait de rencontres dans un lieu solitaire, de ruines cyclopéennes au cœur des bois du Maine, sous lesquels de vastes escaliers menaient à des abysses de secrets éteints, et où des galeries compliquées conduisaient à travers des murs invisibles à d'autres régions de l'espace et du temps, et que de hideux échanges de personnalités permettaient l'exploration de lieux interdits dans d'autres mondes, dans un autre continuum d'espace-temps. D'autres moments, Derby s'arrêtait abruptement dans ses confidences, et je me demande si Asenath aurait pu deviner son discours à distance et lui intimer de se taire à travers quelque sorte inconnue de télépathie mesmérique, un de ces pouvoirs comme ceux dont elle se jouait au lycée. Elle devait certainement se douter qu'il me racontait des choses, parce qu'à mesure que les semaines passaient, elle essayait de lui faire cesser ses visites par des mots et des regards d'une puissance inexpliquée. C'est seulement avec difficulté qu'il pouvait venir me voir, parce que, même s'il prétendait aller autre part, une force invisible obstruait ses mouvements ou lui faisait oublier sa première destination. Elle découvrait toujours la vérité ensuite, les domestiques surveillaient ses départs et retours, mais d'évidence, elle ne pensait pas nécessaire de prendre des mesures plus drastiques. Derby était marié depuis plus de 3 ans, ce jour du mois d'août, quand je reçus ce télégramme du Maine. Je ne l'avais pas vu depuis 2 mois, mais on disait qu'il s'était éloigné pour raisons professionnelles. On supposait qu'Asenath l'accompagnait, bien que des commérages vigilants aient déclaré qu'il y avait du monde à l'étage, dans la maison aux fenêtres à double rideau. Et maintenant, le shérif de la ville de Chesuncook envoyait un télégramme à propos de ce fou boueux qui était sorti des bois en titubant et qui, dans son délire et ses cris, implorait ma protection. C'était Edward, qui était juste à peine capable de se souvenir de son propre nom, ainsi que mon nom et mon adresse. Dan, pour l'amour de Dieu, le puits des Chogottes, tout en bas des 6000 marches. L'abomination des abominations. Je ne voulais pas qu'elle m'y emmène. Et je m'y suis trouvé moi-même. Chesuncook est proche des bois les plus sauvages et profonds, et les moins explorés, qui encerclent le Maine. Et cela me prit une pleine journée de cahotement fiévreux dans une scénographie fantastique et impénétrable pour y arriver en voiture. Je trouvai Derby dans la cave d'une ferme proche de la ville, oscillant entre frénésie et apathie. Il me reconnut d'emblée et commença à déverser un torrent incohérent et insensé de mots qu'il m'adressait. Aïe, choup Nigourat. La forme s'est levée depuis l'hôtel. Ils étaient 500 à hurler. La chose enveloppée bêlait. Camog, Camog. Et voilà que j'étais là où elle était allée avec mon corps. Le lieu du plus grand blasphème. Le puits obscène où commence le royaume de l'obscur. J'ai vu un Shoggoth. Il a changé de forme. Je n'ai pu le supporter. Je ne veux pas le supporter. Je la tuerais si elle m'envoie là-bas de nouveau. Cela me prit 1 heure pour le calmer, mais il finit par s'écrouler. Le lendemain, je lui achetai des vêtements décents au village, puis on reprit la route d'Arkham. Sa furie hystérique était passée. Il préférait le silence. C'était clair qu'il n'avait nulle envie de revenir chez lui. Et, à considérer l'immense désillusion qu'il avait envers sa femme, désillusion sans aucun doute ayant sa source dans le supplice auquel il était soumis, je pensais qu'il ferait mieux de s'en protéger. Pendant notre traversée de Portland au crépuscule, son marmonnement recommença, plus distinct que le précédent,
déversant un flot de bêtises allant jusqu'à la folie à propos d'Asnath. La façon dont elle a fait sa proie de mes nerfs. Tout un ensemble d'hallucinations autour de moi. Elle qui l'a tissé. Un épisode d'une longue série. Elle a assuré sa prise un jour, elle ne me laissera plus repartir. Même maintenant. Elle ne me laisse m'échapper que par l'impossibilité d'assurer sa prise un temps suffisamment long. Elle s'empare de mon corps. Elle s'empare de mon corps en permanence et s'en va en des lieux sans nom. Pour des rites sans nom. M'abandonnant moi dans son corps à elle, enfermé à l'étage. Mais parfois, m'expliquait-il, ne pouvant maintenir sa prise, il se retrouvait soudain à nouveau dans son propre corps, mais n'importe où au loin, dans un lieu horrible, souvent inconnu. Et il se retrouvait comme cela en rade, échoué comme je l'avais trouvé. Et à nouveau, il lui fallait reprendre le chemin du retour depuis des distances effrayantes, ou que quelqu'un accepte de le ramener en voiture, une fois capable de s'orienter. Le pire de tout, c'est qu'elle assurait sa prise sur lui de plus en plus longtemps à chaque fois. Elle voulait être un homme, pour être pleinement humaine, c'est pour cela qu'elle s'emparait de lui. Elle avait perçu ce mélange en lui d'un cerveau de fin ouvrage et d'une volonté molle. Un jour, elle le consignerait définitivement et disparaîtrait avec son corps. Disparaîtrait pour être un grand magicien, comme était son père, et le laisser abandonné dans cette coquille femelle qui n'était même pas complètement humaine. Il y avait eu ces trafics avec ces choses de la mer, c'était horrible, et le vieil Éphraïm avait appris le secret. Une fois devenu vieux, il fit cette chose horrible pour rester en vie, il voulait vivre toujours. Asnath y arriverait, il en avait déjà eu une démonstration parfaite. Dan, tu ne te souviens pas de lui? Ce regard farouche et sa barbe en désordre, qui n'a jamais blanchi. Il m'a regardé une fois, et je ne l'ai jamais oublié. Maintenant, c'est elle qui me regarde comme ça. J'ai compris pourquoi. Il a trouvé la formule. Voici ce qui m'a englouti. Corps pour corps. Cela veut dire ne jamais mourir. La formule du rayon de vie. Cela peut vaciller pendant un temps, même quand le corps est mort. Asnath. Est-ce qu'elle existe seulement? Est-ce que c'était la tête d'Éphraïm qui était enfermée? Qui a enfermé qui? Pourquoi avait-il maudit que sa fille ne soit pas un fils? Dis-le-moi, Dan! C'était quoi cet échange diabolique? Est-ce qu'avec elle, il n'est pas arrivé à rendre ça permanent? Comme elle finira par le faire avec moi? Alors la chose se produisit. Tandis qu'il délirait, la voix de Derby monta dans l'aigu presque jusqu'au cri, et d'un coup fut refermée comme par un rabat mécanique. Je me rappelais de ces autres occasions, chez moi, quand ces confidences avaient aussi brusquement cessé, quand j'avais moitié imaginé qu'une sorte d'obscure onde télépathique due à la force mentale d'Asnath était intervenue pour le réduire au silence. Mais ceci, tout de suite, était quelque chose de radicalement différent, et, je le ressentis ainsi, infiniment plus horrible. La convulsion qui se saisit du visage à mon côté m'interdit un instant de le reconnaître, tandis qu'à travers le corps tout entier passait comme une grande onde, comme si tous les os, les organes, les muscles, les nerfs, les glandes se réajustaient elles-mêmes dans une posture radicalement différente, une autre manière de tension, une autre personnalité générale. Là où réside un tel comble de l'horreur que je ne pourrais en faire part de toute ma vie, c'est comme si me balayait et m'inondait une vague de répulsion maladive, comme l'impression glaçante ou pétrifiante d'une aliénation ou d'une anormalité extrême. Et ma prise sur le volant devint floue et incertaine. La silhouette à côté de moi semblait moins celle de l'ami de toute une vie
que l'intrusion d'un espace extérieur, une concentration diabolique et totalement inconnue et maligne des forces cosmiques. J'avais faibli juste un instant. Avant que j'aie repris mes esprits, mon compagnon s'était saisi du volant et m'avait forcé à ce que nous échangions nos places. Nous avions laissé derrière nous les lumières de Portland, et le crépuscule maintenant se faisait plus épais. Je ne distinguais plus que très peu son visage. Le rayonnement de ses yeux, cependant, restait phénoménal. Et je sus qu'il était maintenant dans cet état étrangement revitalisé, à l'opposé de sa nature, ce que tant de personnes avaient remarqué. Edward Derby, le très mou, lui qui ne pouvait jamais se soutenir lui-même et qui n'avait jamais appris à conduire, me donnait désormais des ordres et avait pris le volant de ma propre voiture. Tout ce temps, il s'abstint de parler et, dans l'inexplicable horreur où j'étais, je ne pouvais que m'en réjouir. Dans les lumières de Bidford et Saco, je revis le trait ferme de sa bouche et son menton, et frissonnai à la lueur de son regard. Les gens avaient raison. Il ressemblait diablement à sa femme et au vieil Éphraïm dans cet état. Cet homme, que toute ma vie j'avais connu comme étant Edward Pickman Derby, était un étranger, une intrusion venue des abysses noirs. Il ne parla pas avant que nous soyons sur une portion de route toute droite et très noire, et quand il le fit, sa voix me sembla le contraire de la voix familière. Elle était plus profonde, plus accentuée et plus décidée que je ne l'avais jamais connue. Même son accent et sa prononciation avaient changé, bien que, vaguement, de très loin et de façon très perturbante, me rappelant quelque chose que je ne pouvais situer. J'espère que tu pourras oublier cette attaque que j'ai eue, Upton. Tu sais comment sont mes nerfs. Et je sais que tu peux excuser tout ça. Et tu devras oublier, aussi, toutes ces bêtises que j'ai pu te dire sur ma femme. Ou sur d'autres choses en général. Ma philosophie est remplie de concepts bizarres. Et si tu as la cervelle qui déraille, ça vient se mélanger en un tas de dérives bizarres. Je ne me souviens pas de ce que j'ai pu dire ou répondre, parce que l'aliénation déconcertante de mon voisin de siège monopolisait toute ma conscience. À chaque instant grandissait cette sensation d'une indéfinissable horreur cosmique, au point que j'étais dans un état virtuel de parfait délirium, ne pouvant que souhaiter la fin du voyage. Derby ne m'offrit pas de me redonner le volant, et je fus heureux de la vitesse à laquelle nous traversâmes et dépassâmes Portsmouth puis Newburyport. À la jonction d'où l'autoroute principale s'enfonce dans les terres pour contourner Innsmouth, je craignis que mon chauffeur prenne la route en corniche qui traversait le village d'Annay. Il ne le fit pas, heureusement. Nous atteignîmes Markham un peu avant minuit et trouvâmes les lumières encore allumées dans sa vieille maison sur Crowninshield. Derby quitta la voiture en bredouillant hâtivement ses remerciements, et je regagnai seul mon domicile avec un curieux sentiment de soulagement. Les 2 mois suivants, les gens témoignaient de plus en plus souvent avoir aperçu Derby dans son nouveau regain d'énergie, et Asnath se montrait de moins en moins à leurs quelques visiteurs. Je ne reçus qu'une seule visite d'Edward, venu brièvement dans la voiture d'Asnath. Il était dans son nouvel état, et s'arrêta seulement assez longtemps pour quelques remarques évasives et polies. C'était évident qu'il n'avait rien à discuter avec moi dans cette condition, et je remarquai qu'il n'avait même pas pris la peine de notre vieux signal des 3 coups 2 coups quand il avait sonné à la porte. Comme l'autre soir dans la voiture, j'en ressentis une vague mais infiniment profonde horreur que je ne pouvais expliquer. Aussi son départ immédiat fut un prodigieux soulagement. Les rumeurs les plus bizarres concernaient des gémissements dans sa vieille maison sur Crowninshield. La voix semblait être celle d'une femme, et quelques-uns des gens les plus jeunes trouvaient qu'elle ressemblait à celle d'Asnath. On ne l'entendait qu'à de rares intervalles,
et parfois elle était étouffée comme par force. On parla d'enquête, mais on y renonça le jour où on vit Asnat dans les rues, plaisantant et bavardant avec un bon nombre de ses connaissances, s'excusant de ses récentes absences. Quelqu'un alors vint compliquer le cas en murmurant qu'une ou 2 fois les gémissements entendus provenaient d'une voix d'homme. Un soir de la mi-octobre, j'entendis le 3 coups de coups familiers à la porte d'entrée. Venu moi-même ouvrir, je trouvai Edward sur le perron et vis de suite que sa personnalité était l'ancienne, celle que je n'avais plus rencontrée depuis ce jour où il délirait dans le terrible retour de Jason Cook. Son visage alternait entre des émotions étranges, où la peur et le triomphe semblaient dominer tour à tour, et il regarda furtivement sur son épaule pendant que je fermais la porte derrière lui. Donne-moi du whisky. Du whisky, Dan. Pour me calmer. Je m'abstins de l'interroger, mais attendis qu'il décide lui-même de parler, quoi qu'il veuille me dire. Asnat est parti, Dan. On a eu une longue conversation la nuit dernière. Je lui ai fait promettre de ne plus se servir de moi comme proie. Elle a fait ses bagages et elle est partie à New York. Je suppose que les gens vont cancaner. Je ne peux rien y faire. Tu n'as pas besoin de rien raconter. Juste te dire qu'elle est partie faire des recherches. J'aimerais tellement qu'elle parte dans l'Ouest et demande le divorce. C'était horrible, Dan. Elle me volait mon corps. Me fichait dehors. Me tenait prisonnier. Elle n'a jamais pensé que je pourrais être plus fort qu'elle. Mais j'avais un exorcisme ou 2 qui marchait. Et, pour se resservir du whisky, il regarda par-dessus son épaule. Je suppose que tu me crois fou, Dan. Tu l'as compris. C'est avec elle que dans la voiture tu as fait le voyage de retour. Ce loup qui me mord dans mon propre corps. Tu as été à même de comprendre la différence. Je frissonnai quand Derby s'arrêta. Sûrement j'avais compris la différence, mais pouvais-je accepter une explication aussi insensée que celle-ci ? Il fallait que je me protège. Je devais, Dan. Elle m'avait eu pour de bon. Pour de bon, et moi... Moi, je serais elle. Pour toujours. Trop tard. Mon corps serait le sien pour toujours. Elle serait devenue un homme. Exactement ce qu'elle souhaitait. Je suppose qu'elle m'aurait mis hors du chemin. Tuer son propre ancien corps avec moi à l'intérieur. Elle, la diabolique. Exactement comme elle l'avait fait avant. Elle, ou bien lui, ou bien ça l'avait fait auparavant. Le visage d'Edward était affreusement distordu, et il se pencha à me toucher tandis qu'il chuchotait désormais. Ce à quoi je fais allusion dans la voiture. Elle n'est pas Asnat du tout, mais le vieil Ephraim lui-même. J'ai commencé à m'en douter il y a 1 an et demi, mais j'en ai la certitude désormais. Il a changé de forme avec elle quand il a senti la mort approcher. Elle était la seule qu'il ait pu trouver avec l'exacte espèce de cerveau et une volonté suffisamment dominée. Il est entré dans son corps pour y rester. Exactement comme elle a fait du mien. Puis a empoisonné le vieux corps dans lequel il l'avait enfermé. Il en haletait presque, et s'arrêta pour reprendre sa respiration. Je ne dis rien. Tout ceci, je pensais, suffisait pour le mettre à l'asile. Peut-être que le temps et l'éloignement d'Asnat feraient leur œuvre, et je pensais qu'il ne remettrait pas de sitôt les pieds dans l'occultisme morbide. Je dois d'abord me reposer.
Beaucoup. Il y a des gens qui savent des choses concernant l'univers que personne n'oserait savoir. Et accomplissent des choses que personne n'aimerait être capable de faire. Je dois m'échapper de cette maudite maison aussitôt que je le pourrai. Tu m'aideras, je sais. Je proposai à Edward de le garder. Au matin, il semblait plus calme. Nous évoquâmes un certain nombre d'arrangements possibles pour qu'il déménage, et je comptais qu'il ne perde pas de temps à effectuer le transfert. Je le vis fréquemment dans les semaines suivantes. Nous ne parlions que le moins possible de ces choses étranges et déplaisantes, mais prenions ensemble nos mesures pour la rénovation de la vieille maison des Derby. J'attendais avec espoir que l'été arrive et qu'avec les vacances de mon fils étudiant à Harvard, nous puissions emmener Edward en Europe. Je le constatais, il ne guérissait pas aussi vite que je l'aurais espéré. Il restait quelque chose d'hystérique dans ses soudains éclats de rire, tandis que ces moments d'effroi et de dépression étaient encore trop fréquents. C'est aux environs de Noël que Derby eut à nouveau une crise, un soir qu'il me rendait visite. Je maintenais la conversation sur notre voyage prévu l'été suivant, quand brusquement il se leva en criant de sa chaise, avec l'air de subir un choc, une peur incontrôlable, une panique cosmique et si répugnante que seules les ondes d'un cauchemar infini pouvaient les apporter à un esprit sain. Mon cerveau! Mon cerveau! Oh mon Dieu! Dan! Il l'entraîne! Depuis là-bas! Ça cogne! Ça mord! Ce démon femelle! Même maintenant! Ephraïm! Kamog! Kamog! Le puits des Shangoth! Ya! Choub-Nigorat! Le bouc aux mille jeunesses! La flamme! La flamme! Au-delà du corps! Au-delà de la vie! Dans la terre! Oh mon Dieu! Je le rassis sur la chaise et, comme il sombrait de la frénésie à une morne apathie, le forçai à boire un peu de vin. Il ne résistait pas, mais agitait ses lèvres comme s'il se parlait à lui-même. De nouveau. De nouveau. Elle essaye. J'aurais dû le savoir. Rien qui peut arrêter cette force. Ni la distance, ni la magie, ni la mort. Ça vient et vient, surtout dans la nuit. Je ne peux pas partir, c'est horrible. Mon Dieu, Dan, si tu savais comme je sais combien c'est horrible. Edward alors ne fut plus qu'un homme ruiné. Il ne revenait plus me voir, mais chaque jour je lui rendais visite. Il était assis dans sa bibliothèque, ne fixant rien, avec un air d'écoute anormal. Parfois il parlait rationnellement, mais toujours sur des sujets sans conséquence. Toute mention de son état, de nos projets ou d'Asnat relançait la crise. J'eus un long échange avec son docteur, son banquier, son homme de loi, et me décidai à emmener le médecin avec 2 de ses collègues spécialisés pour une visite. Les spasmes qui résultèrent des premières questions furent violents et pitoyables, et le soir même une voiture capitonnée emmenait le pauvre corps en combat à l'asile d'Arkham. Il fut sous ma tutelle, et je lui rendais visite 2 fois par semaine, redoutant toujours d'entendre ses cris sauvages, ses chuchotements terrifiants, et l'atroce, bourdonnante répétition des mêmes phrases. Ils vont m'avoir. Ils m'auront. Arrêtez! Lâchez! Vous dans l'ombre! Dan! Sauve-moi! Sauve-moi! Y avait-il espoir pour une guérison? Personne n'aurait pu le dire. Mais je fis de mon mieux pour rester optimiste. Et un matin de la fin janvier, on me téléphona de l'asile pour me dire que la raison d'Edward était soudain revenue. Sa mémoire et la continuité de ses souvenirs, disait-il, restaient invalides, mais de sa santé mentale elle-même, il n'y avait pas à douter.
Tout allait bien. On pouvait sûrement prévoir sa sortie d'ici quelques semaines. Je m'y rendis en hâte et dans un flot de bonheur, mais restai interdit quand l'infirmière me mena à la chambre d'Edward. Le malade se leva pour me saluer, tendant la main avec un sourire poli, mais je vis en un instant qu'il était doté de cette personnalité aussi étrangement énergique qui avait été si éloignée de sa propre nature, la personnalité affirmée que j'avais trouvée si horrible, et qu'Edward lui-même avait une fois juré être l'esprit de sa femme introduite en lui-même. Il avait le même regard étincelant, celui d'Asnath et du vieil Éphraïm, et le même dessin volontaire de la bouche. Et quand il parlait, cette même ironie sinistre et persuasive dans sa voix, c'était la même personne qui avait conduit ma voiture cette nuit, 5 mois plus tôt, et il me remplissait maintenant de ce même pressentiment sombre d'une aliénation blasphématoire, d'une ineffable et cosmique hideur. Toute la journée et le jour suivant, je me battis la cervelle sur le problème. Il lui était arrivé quoi? Quelle sorte d'esprit regardait à travers les yeux aliénés du visage d'Edward? Ce fut dans la nuit, juste au terme de ce second jour, que l'horreur la plus forte, la plus extrême, se jeta sur moi et s'empara de mon esprit par une panique noire, saisissante, de laquelle jamais on ne peut réchapper libre. Cela commença par un coup de téléphone, juste avant minuit. J'étais encore éveillé et pris l'appel dans la bibliothèque. Il semblait n'y avoir personne à l'autre bout de la ligne, et j'étais sur le point de raccrocher et me remettre au lit, quand il me sembla percevoir une très faible suspicion de son à l'autre extrémité. Qui est-ce? Je ne peux pas vous entendre. Il vaut mieux raccrocher. Demandez un opérateur. Quand je m'enquis de qui avait appelé, après coup, on s'aperçut que cela provenait de la vieille maison sur Crowninshield. Je peux seulement indiquer en gros ce qu'on trouva dans la maison. Le chambardement dans un cagibi d'une cave éloignée, des traces malsaines, de la saleté, la garde-robe hâtivement pillée, des marques déroutantes sur le téléphone, le bureau maladroitement utilisé, et cette odeur détestable, nauséabonde, insistante, partout et sur toute chose. Mais qu'on me laisse compter de façon cohérente cette horreur finale. Je ne dirai rien de ce que la police ignore avec constance, les histoires concernant cette chose naine, grotesque et malodorante, croisée par au moins 3 témoins dans High Street vers 2 heures du matin, et la nature singulière de ses empreintes à certains endroits. Je dirai seulement que vers 2 heures, la sonnette et le heurtoir de l'entrée m'éveillèrent. À la fois la sonnette et le heurtoir, actionnés alternativement dans une sorte de désespoir, et chacun essayant de reproduire le vieux signal 3 coups 2 coups d'Edward. Sorti de mon sommeil, ce fut d'un seul bond une agitation. Derby à ma porte, et se souvenant du vieux code. Est-ce qu'Edward était soudain revenu à son état ordinaire? Quoi qu'il se soit passé, c'était de nouveau mon bon vieil Edward, et je l'aiderais. Quand j'ouvris la porte, dans l'obscurité du branchage des ormes, le relent d'un air insupportable et fétide m'accabla. Je fus pris de nausée, et pendant une seconde à peine, c'est tout juste si je pus distinguer cette figure naine et bossue sur le seuil. Le signal était celui d'Edward, mais qu'est-ce qu'était cette parodie? Folie ou canular? Où est-ce qu'Edward avait pu avoir le temps d'être allé? Son signal avait résonné à peine 1 seconde avant que j'ouvre la porte. Le visiteur portait le pardessus d'Edward, dont le rabat touchait quasiment le sol, et les manches, même roulées, recouvraient les mains. Sur la tête, un chapeau mou rabaissé,
tandis qu'un foulard de soie noire occultait le visage. Comme j'avançais, d'un pas mal assuré, la figure émit de nouveau un son semi-liquide, comme celui que j'avais entendu au téléphone, et me lança une large feuille de papier écrite serrée, plantée sur le bout d'un long crayon. Dan va à l'asile et tue-le. Extermine-le. Sans hésitation, il s'agissait de l'écriture d'Edward. Mais pourquoi avait-il choisi d'écrire alors qu'il était assez proche pour sonner ? Et pourquoi une écriture si maladroite, grossière, agitée ? Dan, elle m'a eu. Edward Derby maintenant, c'est Asnat. Elle est morte il y a de ça 3 mois et demi. Je mentais quand je disais qu'elle était partie. C'est moi qui l'ai tuée. Je devais le faire. C'était impulsif. Nous étions seuls et j'étais dans mon vrai corps. J'attrapais un candélabre et lui frappais le crâne avec. J'étais dans mon vrai corps. Dan, elle m'a eu. C'est Asnat. Elle est morte il y a de ça 3 mois et demi. Je mentais quand je disais qu'elle était partie. C'est moi qui l'ai tuée. Je devais le faire. C'était impulsif, mais nous étions seuls et j'étais dans mon vrai corps. J'attrapais un candélabre et lui frappais le crâne avec. J'étais dans mon vrai corps. Je m'étais évanoui de nouveau quand j'avais vu et respiré ce qui encombrait le seuil. La chose sur le seuil. Mon majordome, de fibre plus dure que moi, ne s'évanouit pas quand il la trouva dans l'entrée au matin suivant. Au lieu de cela, il téléphona à la police. Quand ils arrivèrent, on m'avait mis au lit, mais l'autre masse était restée là où elle s'était effondrée dans la nuit. Les hommes durent se mettre un mouchoir sur le nez. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur de ce bizarre assortiment de vêtements d'Edward était une horreur déjà largement liquéfiée. Il y avait des os aussi, et un crâne écrasé. Une analyse des restes dentaires permit d'identifier avec certitude le crâne d'Asnat. Dan, si tu tiens pour quelque chose la paix et la sécurité du monde, tue-le. Tue cet ennemi. Arrange-toi pour qu'il soit brûlé. Si tu ne le fais pas, il vivra à jamais. D'un corps à un autre corps. Et ainsi de suite. Et je ne peux pas te décrire ce qui va se produire. Dan, c'est le commerce du diable. Au revoir. Tu auras été un fier ami. Dis-en à la police autant qu'ils pourront le croire. Dan, cette chose que je suis ne pourra pas tenir encore beaucoup plus. Et tue cette chose. Tue-la. Il doit être incinéré. Lui qui n'était pas Edward Derby quand je l'ai tué. Je deviendrai fou s'il ne l'est pas, parce que je serai le prochain. Ephraim, Asnat, Edward. Et qui maintenant ? Je ne veux pas qu'on m'enlève de mon corps. Je ne veux pas changer d'âme avec ce cadavre criblé de balles dans l'asile. C'était La chose sur le seuil de Howard Phillips Lovecraft. Traduction et adaptation, François Bon. Avec Nicolas Racca, Laurent Cléry, Marine Silf, Françoise Gazio. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son et mixage, Benjamin Vignal. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux.
Réalisation, Étienne Vallès.